Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro des Matins du Sénat. Et ce matin, je vous propose de suivre la mission d'information du Sénat sur la protection des enfants contre la pédophilie. Notez que cette semaine s'est déroulé le procès du cardinal Barbarin et de plusieurs membres de l'Église pour non-dénonciation d'agressions sexuelles sur mineurs. Cette mission d'information du Sénat a été créée au terme d'une polémique à l'automne dernier, puisque les sénateurs socialistes voulaient créer une commission d'enquête sur la pédophilie dans l'Église, à la demande d'un appel publié dans la revue Témoignages chrétiens, mais cette demande a été rejetée par la droite sénatoriale et par la commission des lois au motif que cette commission d'enquête parlementaire ne serait pas compatible avec les enquêtes judiciaires en cours. La majorité du Sénat a préféré créer une mission d'information moins contraignante et sur la pédophilie dans toutes les structures d'accueil des enfants et pas seulement dans l'Église catholique. Je vous propose d'écouter une audition de 2 hauts fonctionnaires du ministère de l'Éducation nationale en charge de ces questions. Les accueils collectifs de mineurs à visée éducative en dehors de l'école et de la famille, qu'est-ce que c'est? Alors très simplement, il y a 3 catégories d'accueil, c'est indiqué. Vous avez les accueils de loisirs, les centres de loisirs, centres aérés, on les appelle comme on veut, selon l'époque à laquelle ils ont été créés. Accueil sans hébergement, organisé pour l'essentiel par des collectivités territoriales, mais aussi par des associations, soit directement, soit par délégation. Et là, on est à peu près sur 3 millions de places. Ces accueils, ce sont les accueils du mercredi, des petites vacances, mais aussi tous les accueils périscolaires. C'est-à-dire avant la classe, après la classe, accueil déclaré en tant que tel. Les garderies sont exclues de ce type de séjour. Ensuite, nous avons les accueils avec hébergement. Historiquement, les colonies de vacances. Une garderie, c'est ce qui se passe après l'école dans certaines collectivités, le temps que les parents reviennent. Ah oui, d'accord. Une garderie scolaire. Voilà. C'est pas les activités 4 jours et demi, etc. Alors, non, en fait, les activités dites TAP, NAP, qui sont les activités 4 jours et demi, qui ont lieu avant ou après l'école, elles relèvent de 3 catégories. Première catégorie, ce qu'on appelait des activités non déclarées, garderies, qui ne font l'objet de la part de l'État d'aucun contrôle, au regard des sujets qui vous préoccupent. Ensuite, il y a des accueils associatifs, mais qui ne relèvent pas des accueils de loisirs sans hébergement, pas un club sportif qui fait ou une école de musique. Voilà. Là, pareil, pas de contrôle au titre du Code de l'action sociale et des familles. Et ensuite, il y a des accueils qui sont organisés, déclarés auprès du préfet, les accueils de loisirs sans hébergement, et qui font l'objet d'un financement de la caisse d'allocation familiale, et qui, eux, effectivement, font l'objet d'un contrôle précis. Et c'est ce sur quoi, effectivement, on intervient. Ça correspond quand même, je dis, à 3 millions de places. On est quand même sur un nombre assez important de structures. Après, il y a des accueils avec hébergement, colonies de vacances, séjours sportifs, tout séjour de plus d'une nuit qui relève d'un cadre spécifique ou général et qui, là, fait l'objet d'une déclaration auprès de l'autorité publique, c'est-à-dire du préfet. Ces déclarations étant gérées par les directions départementales de la cohésion sociale. Et une dernière catégorie qui est donc là on est à les accueils avec hébergement, 1 400 000 places. Et ensuite on a les accueils de scoutisme. Il y a 10 mouvements scouts qui sont agréés, d'autres existent, mais et là on est à 130 000 places. L'ensemble de ces accueils fait l'objet d'un contrôle particulier de la part des services préfectoraux. Voilà le cadre dans lequel nous sommes. Alors, il faut savoir aussi que le contrôle de l'État porte sur l'ensemble des personnes intervenant régulièrement dans ces structures, et ce, quel que soit leur statut. C'est-à-dire que ce soit des bénévoles, des salariés ou le cas échéant des travailleurs indépendants, ils sont amenés à être contrôlés. Alors, quel contrôle? En fait, au moment de la déclaration, je vais vous expliquer la procédure en fait. Quand l'organisateur déclare son séjour, que ce soit à l'année ou pour un séjour qui se déroule toute l'année, le mercredi par exemple, ou au moment un mois avant le départ ou 3 mois avant le départ pour une colonie de vacances, l'organisateur déclare l'ensemble des intervenants. Il met le nom, le prénom, la date de naissance et les qualifications. Que ces intervenants soient dans l'équipe de direction, d'animation, que ce soit les cuisiniers, que ce soit... C'est tous les intervenants permanents.
Donc, à partir du moment où ces intervenants sont inscrits dans le logiciel d'ISIAM, c'est le service informatique des accueils de mineurs, à ce moment-là, le contrôle porte sur 3 catégories de risques, à savoir l'inscription au fichier des cadres interdits, je reviendrai dessus parce que c'est notre spécificité, les casiers judiciaires, l'extrait du bulletin numéro 2, et le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles et violentes, plus communément connu sous le nom de FIGES. Et là, le contrôle est opéré de manière automatisée. C'est-à-dire que l'organisateur n'a plus à se préoccuper, si ce n'est que quand la personne est sur le fichier des cadres interdits, l'organisateur ne peut pas rentrer le nom de la personne. Comme on dit chez nous, ça clignote en fait, voilà, il ne peut pas. Et pour le FIGES ou le casier judiciaire, là effectivement c'est l'administration qui reçoit une notification pour le FIGES et pour le casier judiciaire c'est automatique aussi. Voilà. Donc vous avez un organisateur de colonies de vacances ou d'accueil de loisirs qui rentre une liste d'intervenants et a priori déjà en termes de... Alors on est sur de la prévention plutôt de la récidive, hein, puisque c'est des gens qui ont déjà été ou condamnés ou inscrits sur une liste administrative, mais ces gens-là ne peuvent pas être inscrits et donc l'administration a connaissance que ces individus souhaitent à nouveau être en contact avec des mineurs. C'est la logique de traçabilité. Donc les vérifications. On peut dire globalement, puisque les gens peuvent être inscrits plusieurs fois, vous avez un animateur qui peut travailler dans plusieurs séjours, on opère 1 500 000 contrôles automatisés par an, ce qui correspond à entre 500 et 700 000 personnes à peu près, qui sont contrôlées non pas une fois par an, mais chaque fois qu'ils sont présents sur un séjour. Excusez-moi, mais comment est-ce que vous êtes sûr qu'on vous donne la liste complète des personnes ? On n'est pas sûr. Qu'est-ce qui se passe après ? Alors, voilà. L'organisateur donc déclare l'ensemble de ses intervenants et donc nous procédons a priori, puisque c'est fait avant, à ce qu'on appelle un contrôle sur pièce. Ensuite, il peut y avoir des contrôles sur place, c'est-à-dire que des inspecteurs peuvent aller sur le terrain, contrôler les activités. Alors évidemment, là, on n'est pas sur du contrôle systématique, parce qu'on ne peut pas tout contrôler. Et là, à ce moment-là, dans les processus de contrôle, ils doivent vérifier les diplômes des intervenants ou les qualifications et les identités. C'est un système de filet, en fait, et qui est... Bon, après, il n'est pas totalement parfait, mais en tout cas, il permet déjà de... Sachant que les organisateurs, pour répondre à la deuxième partie de votre question, Madame la Présidente, les organisateurs sont très attentifs au fait que tout le monde soit déclaré. Parce que pour eux, on voit bien dans la presse, quand il y a un problème avec un chef scout ou un animateur de colo, c'est tout le monde des colos, du scoutisme qui en est victime. Et donc, pour avoir des relations très fréquentes avec les organisateurs, ils sont des acteurs de ce contrôle au même titre que l'administration, parce qu'ils n'ont pas envie du tout d'avoir des individus qui gravitent autour des enfants que leur confie leur famille et qui soient un risque pour un risque avéré. Parce que là, on est bien sur des gens qui ont été condamnés ou inscrits sur une liste administrative. Alors, le contrôle des cadres interdits, donc c'est un dispositif qui relève d'un pouvoir spécial, un pouvoir de police spécial du préfet. Alors c'est un dispositif qui existe depuis 1960, depuis un décret de 1960 qui est assez ancien et qui, selon lequel toute personne, je vais vous lire les éléments du Code de l'action sociale et des familles pour éviter de dire des bêtises, toute personne dont la participation à un accueil de mineurs présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs accueillis peut faire l'objet d'une interdiction temporaire ou permanente d'exercer une fonction particulière auprès de ces mineurs, d'exploiter des locaux, de participer à l'organisation des accueils ou à l'encadrement. Et à partir du moment où ça vient après une enquête administrative, et à partir du moment où le préfet a un doute, effectivement, il peut prononcer une interdiction qui est un arrêté préfectoral, qui est un acte administratif, sachant que cette liste des cadres interdits, maintenant, elle l'a été à une époque, puisque c'était publié au bulletin officiel de la jeunesse et des sports, maintenant ça ne l'est plus, et cette liste n'est plus publique.
Mais en revanche, si un organisateur de camp scout ou d'accueil de loisirs rentre le nom de quelqu'un qui est sur la liste des cadres interdits, il est informé immédiatement que cette personne ne peut exercer une fonction d'encadrement sans lui dire pourquoi. Mais en tout cas, voilà, ça donne des éléments à l'organisateur. Alors, donc voilà, Madame la Présidente, quels sont les éléments, sachant que là, on est bien sur du contrôle au moment de la déclaration du séjour. Pourquoi on a voulu automatiser? D'abord parce que ça permet de contrôler tout le monde. C'est tout bête, mais... et deux, parce que les individus qui ont des comportements malveillants à l'encontre des mineurs sont très mobiles. Enfin, c'est un constat qu'on avait fait. Et c'est un débat que j'ai eu avec certains organisateurs voici quelques années, en leur disant, mais si vous ne donnez pas l'information à l'autorité publique, l'individu que vous avez exclu de votre structure, on va le retrouver dans une autre structure. Et vous avez, alors pénalement, mais vous avez aussi moralement une responsabilité. Enfin, et dès qu'on leur présente des choses comme ça, tout roule. Il n'y a aucun problème. Oui, bien sûr. Voilà, la remontée d'infos se fait, et donc dès qu'il y a un problème, effectivement, quand un individu essaie à nouveau d'intervenir, là on est bien sur le premier temps, les organisateurs ont pour mission d'en informer l'autorité publique, et ça se fait de manière... et qui est l'autorité publique, à ce moment-là, saisit l'autorité judiciaire. Et après, l'affaire suit son cours en dehors de la sphère administrative. Ce qui est tout à fait légitime. Ensuite, on a aussi le suivi des informations par l'autorité judiciaire, comme d'autres acteurs, c'est-à-dire que depuis la loi du 14 avril 2016, les services déconcentrés de l'État reçoivent de la part des parquets des informations sur les procédures en cours ou sur les condamnations. Alors, ce n'est pas systématique, mais ça s'améliore bien. Mais on n'est pas encore dans quelque chose de systématisé. Voilà ce que je peux vous dire. C'est vrai que l'idéal, ça serait qu'ils rentrent dans un fichier spécifique et qu'on puisse effectivement, pareil, les avoir. Alors, quand c'est très grave, ils sont inscrits au FIGES. Hein, donc, alors ça, ce sont donc Oh, ça, c'est l'autorité judiciaire qui décide si la personne doit être ou pas inscrite au FIGES. Si je peux me permettre juste une petite précision sur le FIGES, il y a un article du Code de procédure pénale qui précise les infractions qui donnent lieu à inscription ou qui peuvent donner lieu à inscription. Et ça va de l'acte de torture et de barbarie jusqu'aux agressions sexuelles sur mineurs, grosso modo. Donc ce sont des infractions extrêmement graves. Ensuite, on a la question du signalement des faits, on va dire en première intention, c'est-à-dire des infractions sexuelles commises dans le cadre de ces structures par des individus qui n'étaient pas récidivistes, enfin qui n'étaient pas listés avant, c'est-à-dire un cas, les cas qui ont défrayé la chronique, c'est-à-dire un animateur ou un intervenant dans un accueil qui a un comportement qu'on peut qualifier d'une infraction sexuelle, enfin sans rentrer dans les détails. À ce moment-là, on a une procédure administrative de signalement, c'est-à-dire que l'organisateur, cette procédure est en parallèle de la procédure pénale, bien sûr, et ne se substituant jamais, bien évidemment, à la procédure pénale. C'est-à-dire que quelqu'un qui a un comportement déviant dans un accueil collectif de mineurs, l'organisateur en informe le préfet, la direction départementale de la cohésion sociale, et qui, elle, peut être amenée à entamer une enquête administrative. Si les faits apparaissent suffisamment graves au préfet, à ce moment-là, le préfet peut prendre une mesure de suspension d'urgence. C'est-à-dire si quelqu'un a été pris sur le fait d'un attouchement sur mineur, par exemple, à ce moment-là, on prend une mesure administrative. Cette mesure administrative ne se substitue pas, bien évidemment, à la procédure pénale, mais elle permet immédiatement de sortir cet animateur ou cette personne du cadre des accueils collectifs de mineurs. Puisqu'à ce moment-là, on revient dans la procédure que j'indiquais tout à l'heure, c'est-à-dire que le nom clignote à partir du moment où cette personne voudrait travailler ailleurs. Travailler ou être bénévole, enfin voilà, animer, on va dire, ou encadrer ailleurs.
Alors là, on est sur une procédure qui ensuite donc est traitée au niveau départemental et qui par ailleurs fait l'objet de remontées au niveau central, mais sans qu'il y ait un logiciel ou quoi que ce soit. C'est les services qui remontent. Alors c'est pas totalement systématisé, c'est vrai que ça, il faut qu'on l'avoue un peu, mais après, si on veut être un peu pragmatique, ce qui est important, c'est que le niveau départemental, le niveau de l'État départemental, traite en premier lieu le sujet. Et après, bon, qu'ils nous informent voilà, quand ils peuvent. Mais c'est vrai que nous, on leur demande par instruction tous les ans de faire remonter à la direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative l'ensemble des éléments, de manière aussi à pouvoir en informer le ministre, qui pourrait lui-même être, qui doit, en tant que responsable de cette administration, être au courant de ce qui se passe. Donc voilà. Il arrive aussi parfois, avec les réseaux sociaux, que l'on ait des informations via Google et qu'on en informe les services. Ça arrive. Bon, ben, on le fait. Voilà. Enfin, tout moyen, voilà. On a aussi des parents. C'est-à-dire, moi, j'ai une alerte Google. Excusez-moi, est-ce qu'il y a, juste que les choses soient claires, il y a une obligation d'informer de la part de le responsable? De la part de l'organisateur, oui, une obligation d'informer l'autorité publique. J'ai envie de dire comme pour tout un chacun. Oui. Oui. Et qu'en est-il de la formation à tous ces gens-là? C'est-à-dire que vous évoquez le point comme si c'était, guillemets, facile de qualifier le fait qui doit être signalé. Est-ce qu'il y a une formation particulière ou une information, que sais-je, de manière à ce que ces personnes sachent à quoi elles doivent être attentives, ce qu'elles doivent faire, etc. Alors, il y a une information dans le cadre des formations au BAFA. La formation au BAFA, c'est léger, la formation au BAFA. Et il y a un temps beaucoup plus important dans les formations au diplôme professionnel de l'animation et au BAFD, au brevet d'aptitude aux fonctions de directeur d'accueil collectif. C'est-à-dire que les personnes qui dirigent ces structures ont une information précise, les animateurs ont une sensibilisation. Parce que ce n'est pas à eux, effectivement. Un animateur qui a connaissance de ces éléments, il doit en référer à son directeur ou sa directrice. Enfin, ça paraît assez évident. Et les formations spécifiques des scouts, parce qu'ils relèvent de formations spécifiques, quand on travaille avec eux sur les contenus, on veille à ce que ces informations soient données aussi, notamment pour les chefs scouts, pour qu'ils puissent avoir aussi ce type d'informations. Est-ce que madame, vous souhaitez... Très bien, on essaye de faire ça de manière extrêmement rythmée. Alors, est-ce que nos rapporteurs... Marie Mercier. Merci Madame la Présidente. Oui, je vous remercie Monsieur pour votre exposé extrêmement concis et votre contribution écrite. Je voudrais une précision dans les différents accueils. Vous nous énumérez les accueils avec hébergement, sans hébergement, et le troisième accueil qui semble donc particulier, c'est les accueils de scoutisme. Or, l'accueil de scoutisme est un accueil avec hébergement. Donc, en quoi le fait qu'il ait sa petite case particulière voudrait dire qu'il y a une législation particulière pour encadrer les accueils de scoutisme? Je propose, comme on essaye de rationaliser le temps, peut-être on va prendre les questions des rapporteurs, de manière à ce que vous répondiez de manière collective. Madame la Présidente, merci. Michel Meunier. Une question donc concernant cette obligation de signaler. Je voudrais vraiment que vous me disiez que c'est une obligation, parce que je pense que le texte dit peut signaler et pas doit signaler. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire ça? Et puis, comment, à ce moment-là, vous expliquez tous les faits qui sont connus, qui sont soit en cours ou soit traités, et des personnes qui sont passées au travers des mailles du filet? Madame Verrier. Merci Présidente. Je vais faire un lien direct à travers les mailles du filet, puisque visiblement, là je fais référence à vos réponses écrites. Donc vous avez eu quelques cas de suspicion. Donc justement, est-ce que dans ces cas-là, vous savez si c'était des cas tout à fait nouveaux ou éventuellement des gens qui seraient réellement passés à travers les mailles et donc qui auraient été éventuellement récidivistes? Donc ça, est-ce que vous le savez? Et ensuite, vous parlez, là encore, dans votre document, du fait que près de la moitié des infractions commises en accueil collectif sur des mineurs seraient faites par des mineurs.
notamment. Mais en même temps, il y a marqué 70%. Donc là, j'ai besoin d'un éclaircissement sur les cas constatés, que vous nous en disiez un petit peu plus, effectivement, sur le sujet. Et donc voilà. Et donc la première question pour les mailles du filet, c'est pour savoir, puisque effectivement, dans la loi de 2016, qui préconise au parquet de signaler les cas, il est bien écrit dans cette loi peut et non doit. Mais ça, c'est pour le parquet. Par contre, je crois que pour les centres de loisirs, enfin les accueils, là, c'est doit et non peut. Oui. Je peux peut-être juste compléter rapidement. Vous avez donné des chiffres tout à l'heure sur le nombre de places. J'ai noté 3 millions de places dans ce que j'appelle les activités périscolaires. C'est un peu rapide. 1,4 million avec hébergement et 130 000 scoutisme. Mais est-ce que donc on doit comprendre que tout n'est pas soumis à votre contrôle? Première chose. Deuxièmement, de quels effectifs disposez-vous? Et du coup, quelle est votre capacité de contrôle, quoi, par rapport à tout ce que vous évoquez? Madame Vérien. Excusez mon esprit d'escalier. Une dernière question. Est-ce que les bénévoles sont déclarés sur SIAM ou seulement les gens payés? Eh bien, à vous de jouer. On va vous faire ça à deux voix, ça m'évitera de dire trop de bêtises. Alors pourquoi un cadre particulier pour les scouts? C'est que les activités des scouts sont à la fois avec et sans hébergement. Les regroupements le week-end dans la salle paroissiale ou dans la salle municipale le samedi se font hors hébergement, et les week-ends ou les activités de camp d'été se font avec hébergement. Donc c'est pour ça que ça relève d'un cadre particulier, c'est que c'est hybride. Voilà. Alors c'est hybride pour d'autres associations, même des associations sportives qui peuvent effectivement avoir le même genre d'activité sans hébergement la semaine ou de temps en temps, et des stages avec hébergement. Alors, le système des scouts, on l'a simplifié parce que c'est par nature une activité qui est hybride. Un accueil de loisirs, un centre de loisirs qui fonctionne le mercredi, qui fonctionne les petites vacances ou les grandes vacances et qui organise un mini-camp ou un camp, à ce moment-là, doit faire 2 déclarations. Parce que souvent, ils font appel à d'autres animateurs. Voilà. Alors que les scouts, c'est par nature que l'activité est hybride, donc on n'a pas voulu effectivement complexifier un système. En revanche, ils déclarent bien tout le monde. Voilà. Ils sont censés déclarer tout le monde. Non, les clubs de sport, les activités culturelles qui ne sont pas en accueil collectif de mineurs ne sont pas dans le périmètre de l'obligation de déclaration liée à l'honorabilité des intervenants. C'est un des gros trous dans la raquette. Après les questions, on va vous poser des questions sur ce que vous pensez des trous dans la raquette. Allez-y, comme ça, répondez déjà on vous coupe avant même que... Alors, sur l'obligation de signalement, effectivement, les organisateurs sont tenus d'informer sans délai le préfet. Je vous lis l'article R 227-11 du Code de l'action sociale et des familles qui prévoit ça. Donc, c'est vraiment une obligation. Néanmoins, il n'y a pas de sanction si l'organisateur ne fait pas le signalement. C'est, voilà, la faille. Alors, sur les autres questions, le statut des intervenants importe peu. Qu'ils soient bénévoles, salariés, travailleurs indépendants, tout le monde doit passer par l'obligation de déclaration. Contrairement aux éducateurs sportifs qui, eux, ne sont déclarés et ne passent à ce type de contrôle qu'à partir du moment où ils ont la carte professionnelle d'éducateur sportif. Et ils sont rémunérés. Pour les accueils collectifs de mineurs, quel que soit le statut d'un animateur, il est contrôlé. Puisque l'entrée n'est pas celle de la qualification professionnelle, mais celle de l'encadrement des mineurs. Sur les cas de suspicion et de récidive, en fait, on ne peut pas savoir, puisque Alors, si j'ai bien compris la question sur les cas de suspicion d'agression sexuelle qui ont été repérés, signalés en accueil de mineurs, vous souhaitiez savoir si ce sont des gens qui récidivaient ou si c'était... Alors,
De ce que j'en sais, et pour être exercé au sein de ce bureau depuis quelques années maintenant, sur les cas qui ont été recensés depuis 2015, ce ne sont pas des récidivistes. Parce que les récidivistes, on les aurait repérés au moment de la déclaration, et notamment avec le contrôle du fichier des auteurs d'infractions sexuelles et le bulletin numéro 2 du casier judiciaire. Donc l'objectif de ce contrôle a priori, c'est quand même d'empêcher les gens qui ont déjà commis des infractions de se retrouver dans un accueil de mineurs. C'était bien le sens de la question, c'était en fait savoir s'il y avait des trous dans le filet et auquel cas vous auriez pu retrouver des récidivistes éventuels. Donc la question, c'est pas est-ce possible, c'est y en a-t-il eu? Mais a priori, non. En l'espèce, il n'y en a pas eu. Et alors peut-être sur les cas constatés, on a effectivement 82 personnes qui ont été mises en cause, 70 qui seraient le fait de mineurs. En fait, on a des cas d'infraction sexuelle entre mineurs, tout simplement. Voilà. Donc, on a bien 2 cas, en fait. Après, il faut quand même voir qu'on est sur ces 166 cas d'infraction depuis 2015, on est sur des nombres relativement faibles. Qui veut dire que, enfin c'est ce qu'on dit tous les ans quand on fait les bilans avec les organisateurs, on ne peut pas en tirer de conséquences statistiques. Il suffit qu'il y en ait 2 de plus une année ou pas. Donc on est sur des nombres relativement faibles. On n'en tire pas d'autres conséquences qu'on est sur des nombres constatés relativement faibles. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas beaucoup plus. Enfin voilà, ça c'est des éléments qui font l'objet de votre travail. Nous on dit les cas qui nous sont remontés sont traités. Il y en a relativement peu. Pour 82 personnels, 57 arrêtés de suspension ont été pris, c'est-à-dire en suspension d'urgence. Et pour les autres cas, soit les personnes étaient incarcérées et on n'a pas pris d'arrêté. Alors on a un changement de doctrine là-dessus depuis 2 ans. En tout cas, c'est ce qu'on a souhaité avec le directeur de la jeunesse. C'est que dans les cas de personnes incarcérées, on demande quand même au préfet de prendre des arrêtés de suspension. On ne sait jamais. Voilà. Voilà. Sachant que c'est pas public et voilà. Et à partir du moment où la procédure pénale est terminée et où l'intéressé est mis hors de cause, à ce moment-là, l'arrêté de suspension de par la loi tombe. Voilà. Et comme c'est une procédure administrative non publique, elle n'est pas attentatoire. Hein, voilà. Votre question, Madame la Présidente, elle est effectivement tout n'est pas soumis au contrôle. Non, les garderies scolaires sont pas soumis au contrôle, les clubs sportifs sont pas soumis au contrôle, les activités culturelles ou cultuelles ne sont pas soumises au contrôle, sauf si elles sont déclarées dans le cadre effectivement des accueils collectifs de mineurs. Le club de foot n'est pas soumis à ce type de contrôle. Les activités périscolaires le sont si elles sont déclarées en accueil collectif de mineurs. Et c'est pour ça d'ailleurs que quand le ministre, M. Blanquer, a mis en place le plan mercredi, on a souhaité que ce plan mercredi soit porté exclusivement par des accueils collectifs de mineurs, qui est un moyen aussi de sécuriser pour les familles les intervenants. Nos capacités de contrôle, ce sont les directions départementales de la cohésion sociale et de la cohésion sociale et de la protection des populations qui sont placées sous l'autorité des préfets. Il y a 1 à 2 inspecteurs par département et entre 2 et 4 conseillers d'éducation populaire et de jeunesse qui, durant l'été ou le mercredi, peuvent être mobilisés dans le cadre de cette fonction de contrôle. Alors, avant de donner la parole aux personnes qui posent la question... Ah ben si, Marie-Yvonne Blondin était bien sur ma liste, et Monsieur Savin. Ah pardon, les rapporteurs n'avaient pas terminé leur question. Marie, merci. Merci, Madame la Présidente. Oui, Monsieur, je suis quand même troublée, parce que 166 cas, vous dites c'est peu. On parle de suspicion d'infraction depuis 2015. Nous travaillons sur la protection des mineurs victimes d'infractions sexuelles. On peut penser qu'effectivement, c'est pas beaucoup. Moi, je vous dirais que c'est vraiment de trop. Quand les parents laissent leurs enfants dans des accueils avec ou sans hébergement, c'est en toute confiance dans des structures particulières qui sont censées apporter un cadre rassurant. Donc moi, j'estime, contrairement peut-être à ce que vous pensez, que c'est énorme. Peut-être eu égard au nombre d'enfants accueillis, ça semble pas beaucoup, mais la victime, elle prend perpétuité. Donc il me semble qu'un cas, c'est toujours un cas de trop.
Et excusez-moi, dernière question. Quand vous avez une suspension, est-ce que c'est assorti d'une obligation de soins avec, ou est-ce que simplement il est suspendu et il revient après sa suspension? Je crois qu'il faut distinguer. Bien sûr, un cas, ça serait trop. Je suis d'accord avec vous. Simplement, ce que je voulais dire, c'est que s'il y en a peu, d'abord, c'est une réponse statistique qui, effectivement, que je reconnais, qui est froide et pas d'une grande intelligence, bien sûr. Mais ça veut dire que il faut raisonner peut-être à l'inverse. On a décelé 166 cas qui ont fait l'objet d'une mise à l'écart de la personne. Je ne connais pas, enfin on sait aussi, pour lire les études comme tout le monde, qu'il y a une part importante des infractions sexuelles sur mineurs qui ont lieu dans le cadre familial. Ce n'est pas pour autant que les familles sont des espaces effectivement insécures. Là, on est sur des cas, dans ces cas de suspicion d'infraction, des cas de première infraction. Donc on a un dispositif qui permet de les sortir. Mais on ne peut pas... On vérifie le casier judiciaire, on vérifie le fichier des cadres interdits, on vérifie le fichier des délinquants sexuels, on œuvre à vérifier un jour celui le FIGET, des terrorismes, enfin ça n'a pas grand-chose à voir. Au-delà, à partir du moment où une personne n'a jamais été confondue par la justice, on peut difficilement... je ne vois pas comment on pourrait faire pour déceler. Concernant... alors, la question de Madame Verrien. Oui, la suspension, c'est un acte administratif qui n'est assorti de rien du tout. Simplement, c'est le juge qui peut prendre des décisions d'obligation de soins. Quand la suspension est prise par le préfet, d'abord la suspension d'urgence, les services de l'État sont encouragés font d'ailleurs une saisie du procureur. Et il appartient ensuite à la justice d'agir. Mais on ne peut pas administrativement obliger quelqu'un à se soigner. C'est une décision de justice. Je peux rajouter juste un petit complément sur les mesures de suspension. Effectivement, il n'y a pas d'obligation de soins parce que la mesure, elle est encadrée par la loi et c'est uniquement une suspension d'exercer jusqu'à l'intervention de la décision de justice, s'il y en a une, si la personne est poursuivie, ou pendant 6 mois. Simplement, il y a 2 choses. S'il y a une procédure judiciaire parallèlement et que la personne est condamnée, dans la plupart des cas, cette personne-là va être incapable d'exercer en accueil collectif de mineurs, ce qu'on va aussi vérifier au travers de nos contrôles et ce qu'on va notifier à la personne. Il se peut également que cette personne-là ne soit pas incapable. Donc la décision de suspension, une fois qu'elle est tombée, il va y avoir une poursuite de l'enquête administrative, enfin même pendant le temps où elle reste valable, cette mesure, l'enquête administrative va se poursuivre et il peut arriver que des préfets décident d'interdire définitivement une personne si elle représente un danger pour la sécurité des mineurs. Madame Blondin. Merci Madame la Présidente. Moi, je voudrais évoquer une autre catégorie de mineurs qui sont placés en hébergement, mais qui, d'après ce que je comprends et ce que j'entends par votre périmètre, ne doit pas dépendre de votre direction. Ce sont les mineurs qui sont placés dans les associations en charge de leur prise en charge. Est-ce qu'il existe une direction similaire à la vôtre au ministère des Affaires sociales, etc. Parce que là également, il y a des actes d'abus et même par du personnel. Est-ce qu'il y a ça? Je vais donner la parole à Monsieur Savin. 2 points. Vous avez évoqué tout à l'heure le trou dans la raquette concernant les éducateurs sportifs, les bénévoles. Et lors d'une précédente audition, on nous a quand même alerté comme quoi le milieu sportif était aussi un lieu où malheureusement beaucoup d'actes sur des enfants mineurs étaient réalisés. Donc, est-ce que vous avez déjà fait des propositions ou quelles seraient les propositions à mettre sur la table, à faire pour essayer de raccommoder ce trou dans la raquette, de le boucher, parce que on ne peut pas faire toutes les années ce même constat et pas proposer des choses pour faire évoluer
cet état. Et deuxièmement, tout à l'heure, les éducateurs, vous avez parlé dans les structures d'accueil. Est-ce que les éducateurs sportifs qui interviennent dans les écoles sont aussi soumis à la même réglementation? Parce que on prône la présence d'éducateurs sportifs dans les écoles maternelles et élémentaires. Est-ce que moi j'ai été maire, il y a un éducateur sportif et je me pose la question de savoir s'il y a eu un jour un contrôle par rapport à cette situation. Il n'est pas trop réducteur de dire qu'on est un petit peu surpris ou décontenancé, ou en tout cas, on voit qu'il y a, de ce que vous évoquez, un système qui ne serait pas parfait, c'est-à-dire qu'il y aura un périmètre qui serait limité. Alors, sans vouloir vous mettre en difficulté, est-ce que vous-même vous identifiez ce qui serait nécessaire pour que votre mission, mais je veux dire, cette mission, sans que ce soit forcément votre direction, soit améliorée? Et puis il y a un autre point que vous n'avez pas évoqué, c'est tout ce qui relève des activités qui sont organisées dans un contexte religieux. C'est-à-dire que la question sur le scoutisme était intéressante d'ailleurs, même si je ne fais pas l'amalgame. Hein. Mais c'est que on comprend que du coup, il y a des formes de rassemblement d'enfants dans des séjours ou pas des séjours, mais qui échappent un petit peu à l'ensemble de votre périmètre, me semble-t-il, hein, si j'ai compris. Et puis vous n'êtes pas les seuls services à vous préoccuper de ces questions. Mais moi, je serais preneuse de... Est-ce que d'autres veulent poser des questions avant que... Non, parce que comme ça, on va même tenir les délais. Non. Ah, M. Buffet a toujours une question rentrée. C'est pas une question. C'est surtout le fait qu'on a besoin aussi de vous entendre sur ce que l'on peut améliorer et la manière dont on peut améliorer les choses. C'est quels sont, selon vous, les bons outils que le législateur peut utiliser ou mettre en place pour améliorer la protection des jeunes. C'est ça le sujet pour nous. Ce que j'évoquais tout en indiquant qu'on ne voulait pas les mettre en difficulté, mais que leurs suggestions étaient bienvenues. Naturellement. Alors, les mineurs placés, effectivement, relèvent soit de la PJJ, enfin, soit effectivement de l'aide sociale à l'enfance, les conseils départementaux, l'administration, pour la PJJ, c'est la DPJJ, ministère de la Justice, pour l'ASE, c'est les départements, mais c'est aussi la Direction générale de la cohésion sociale, au ministère des Affaires sociales. Je ne crois pas qu'ils aient un système aussi organisé que le nôtre. Alors, ça se heurte peut-être. Une petite précision, c'est vraiment dans l'actualité puisque nous sommes en relation depuis très peu de temps avec la Direction générale de la cohésion sociale qui souhaite s'inspirer de notre système d'information pour pouvoir opérer un contrôle sur les assistantes maternelles et les gens qui vivent au domicile, notamment des assistantes maternelles. La force de notre système, c'est qu'il est totalement intégré au sein de l'État. C'est-à-dire que... Non, mais notre système, on se parle, et nos collègues parlent avec la PMI, mais in fine, par dérogation au cadre général, la responsabilité des enfants accueillis en accueil collectif de mineurs avec hébergement ou sans hébergement, ce dont on parle, est une compétence du préfet, alors que le cadre général, et que la protection des mineurs est une compétence du président du conseil départemental. C'est parce que, puisque dire ce qui marche bien, ou ce qu'on pense qui fonctionne bien en tout cas, c'est parce qu'on est dans des systèmes totalement intégrés aussi que c'est beaucoup plus simple. Parce qu'effectivement, à partir du moment où un ministre dit à son représentant sur le terrain, qui est le préfet, que ça fonctionne comme ça, effectivement, ça permet d'avoir le même logiciel, le même progiciel pour l'ensemble des préfectures. Enfin, il y a un des blocages qu'avait eu la DGCS, il faudra les interroger, c'est effectivement que les départements, légitimement, avaient constitué leurs propres outils. Et que les mettre en phase, au regard de la libre administration des collectivités, ça peut être compliqué, sauf si la loi leur impose quelque chose, et là je m'adresse aux législateurs. Mais nous, effectivement, on a un système qui est totalement intégré parce que c'est au sein de l'appareil d'État. Voilà. Alors, on peut aussi intégrer au sein de la sphère publique, mais c'est vrai que le fait que ça soit au sein de l'appareil d'État facilite l'organisation. C'est indéniable.
Concernant les éducateurs sportifs bénévoles et ceux qui interviennent dans le milieu scolaire. Alors, dans le milieu scolaire, il y a un cadre général, effectivement, qui est que toute autorité publique, un maire ou un directeur d'école, peut demander au préfet de vérifier si la personne est inscrite dans le FIJES. C'est compliqué, c'est un dispositif qui fonctionne, qui est lourd. Après, il faudrait demander à la direction générale de l'enseignement scolaire. Là, je n'ai pas d'informations. Concernant les éducateurs de clubs sportifs ou de structures culturelles, c'est vrai que ça nous pose question. Pour venir du ministère des Sports, j'y ai même croisé M. Savin à une époque, pour venir du sport, un certain nombre de fédérations, un petit nombre de fédérations, ont souhaité pouvoir s'inspirer de notre cadre. Après, c'est pas compliqué, c'est techniquement complexe, mais c'est pas compliqué. La question, c'est que ça serait donc le président ou la présidente du club qui saisirait sur un logiciel ad hoc qui pourrait s'inspirer d'une autre, hein, mais qui... voilà. Ou un élargissement du logiciel qu'ils ont pour le contrôle des éducateurs sportifs professionnels en y intégrant les bénévoles. Techniquement, c'est tout à fait faisable. Après, il faut effectivement qu'au plan législatif, les choses soient obligatoires. Ça pourrait même faire l'objet d'expérimentation dans certains... Enfin, je pense qu'on n'est pas obligé non plus de faire un truc, quelque chose de massif d'entrée, mais peut-être que d'expérimenter dans quelques départements, quelques territoires, ça pourrait être effectivement... Ça permettrait de repérer si effectivement on identifie ou pas des problèmes particuliers. Moi, je me souviens quand je travaillais en service déconcentré de l'État, la présidente du GDOS des Landes, qui était une enseignante, souhaitait effectivement passer tous ces bénévoles de club, mais c'était compliqué. Voilà, on ne pouvait pas le faire dans le cadre qui est donc je pense que l'ensemble des activités qui concernent un temps passé en direct avec les mineurs, parce que c'est ça, c'est pas effectivement qu'elles soient sportives, culturelles, environnementales, cultuelles, pourraient effectivement faire l'objet du même type de contrôle. La question est... Quand on évoquait cette question-là, voici quelques années, on avait des réponses plutôt négatives. L'évolution des attentes de la société, en général, des gens qui nous disaient non mais c'est pas possible, c'est compliqué, puis ça servira à rien, et puis non, pas chez nous, allons. L'évolution de la société, et vous êtes plus à même que nous d'en juger, montre bien que les attentes des familles maintenant ont complètement changé. Et qu'il y a une volonté légitime de sécurité, et que de mettre en face de cette volonté légitime de sécurité une prétendue liberté, parce qu'il ne faut pas exagérer, ils peuvent continuer à exercer, ils peuvent continuer à travailler, ça ne va pas avec les mineurs. Quoi. Voilà, c'est tout. Voilà. C'est ce que je leur dis toujours, mais ils peuvent avoir une deuxième chance, mais certainement pas auprès de mineurs. Là, parce qu'on protège les enfants d'abord et avant tout. Donc on pourrait envisager maintenant effectivement quelque chose d'un peu plus une évolution. Alors concernant les activités dans un contexte religieux, en fait c'est comme toute activité. Est-ce qu'on est dans le cadre familial ou est-ce qu'on en sort? Et à partir du moment où on en sort, qui est l'organisateur? Comment déterminer qui est l'organisateur? Dans le champ associatif, c'est très facile. Sur des activités de type culturel, c'est parfois moins évident, parce que c'est les parents qui amènent. Il faut voir, il faut déterminer qui est l'organisateur et donner un cadre d'obligation. Le cadre d'obligation... Quand vous amenez votre enfant à un club sportif, c'est les parents qui amènent. Si vous l'amenez à la paroisse pour une journée d'activité, c'est les parents qui amènent aussi. Donc c'est pas ça le critère. Je ne voudrais pas que ce soit ce que vous évoquiez, c'est-à-dire non, pas chez nous, la liberté, etc. Mais il n'y a pas de différence de nature des rassemblements des enfants pour avoir une activité. Non, tout à fait. Mon raisonnement était vicié. Moi, je pensais à des activités de type culturel qui ont lieu en présence des parents. J'avais pas, dans l'hypothèse que vous indiquez, bien évidemment, c'est exactement la même chose. C'est tout à... C'est pas dans le périmètre. C'est pas dans le périmètre parce que le cadre du contrôle des colonies de vacances a été pensé depuis les années 60 comme un cadre sécurisé. Parce que c'est un cadre dans lequel, ça vient des colonies de vacances, ça vient d'un cadre dans lequel, les acteurs de l'éducation populaire sont très sensibles à ces questions-là, depuis toujours, et n'ont jamais, dans ce secteur-là, nié leurs responsabilités, jamais. Je ne parle pas des autres, je ne sais pas, mais ceux-là, en tout cas, je les connais. J'ai jamais entendu dans un mouvement d'éducation populaire
un discours selon lequel non, pas de ça chez nous. C'est plutôt les parents nous confient leurs enfants, on doit sécuriser au maximum à travers la qualité des animations et à travers le contrôle d'honorabilité. Il y a un sujet qui n'en est pas un dans les relations qu'on a avec ces organisateurs-là. Et les colonies de vacances, à l'origine, depuis longtemps, elles faisaient 3 semaines. Donc c'était logique aussi que sur une durée de 3 semaines, quand les parents confiaient, on voulait vérifier un peu ce qui allait se passer. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose que dans les années 60, des stages sportifs, il n'y en avait pas beaucoup. Donc voilà. Donc on est parti de là. Et c'est ce cadre, effectivement, qui a été élargi petit à petit aux accueils sans hébergement. Voilà. Est-ce qu'il est temps maintenant de l'élargir à d'autres ? Donc, merci aux représentants de la direction des affaires criminelles et des grâces qui sont venus à 4. Et du coup, ils sont sur le banc des prévenus. Non, je plaisante parce que comme ça, parce que je suis avocate, donc c'est pour ça que j'en profite. De notre point de vue, l'arsenal juridique, alors j'ai bien entendu que vous envisagiez les marges de progression législative, mais de notre point de vue, l'arsenal juridique est vaste et relativement complet. Et les marges de progression, à notre sens, se situent essentiellement sur le terrain plus pratique, sur le terrain notamment de l'articulation entre les différents acteurs concernés, donc les acteurs judiciaires bien naturellement, mais aussi les professionnels de santé et encore aussi les membres de l'administration pénitentiaire, s'agissant en fait du poste sententiel et parfois même du pré-sententiel pour certaines parties. Donc, je pense que vous avez bien en tête les différentes sanctions applicables en cas d'infraction sexuelle sur mineurs. C'était une des premières questions du questionnaire. Peut-être à cet égard-là, et tout en étant relativement rapide, je dirais que finalement, notre droit s'articule autour de deux notion essentielle, celle de circonstances aggravantes, à savoir que la qualité de mineur moins de 15 ans de la victime, comme l'abus d'autorité de l'auteur, constituent des circonstances aggravantes qui vont venir donc aggraver le quantum de la peine encourue, qu'il s'agisse de l'emprisonnement ou de l'amende. À côté de ces circonstances aggravantes et plus particulièrement, je dirais en lien avec le périmètre précis de votre mission, nous avons des peines complémentaires d'interdiction, soit à titre définitif, soit pour une durée de 10 ans au plus selon les cas, d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs. Et ce sont en fait ces deux aspects-là qui sont des marqueurs dans l'arsenal répressif, des marqueurs finalement pour traiter la problématique des infractions sexuelles sur mineurs commis par des personnes ayant une autorité ou dont ou en fonction pour des faits commis dans le cadre de leur mission à l'égard de ces mineurs. Alors, les infractions dans le détail, c'est bien évidemment d'abord la plus grave, le viol. C'est un crime qui, lorsqu'il est aggravé par ces deux circonstances aggravantes que j'évoquais, est puni de 20 ans de réclusion criminelle et avec une inscription au FIJES de plein droit. Ensuite, nous passons donc aux agressions sexuelles. Et là encore, ces agressions sexuelles qui en principe sont punies de 5 ans d'emprisonnement sont punies de 7 ans d'emprisonnement quand elles sont commises par toute personne ayant sur la victime une autorité, et lorsqu'elles sont sur un mineur de 15 ans, sont punies de 10 ans. De la même manière, les atteintes sexuelles
Alors, les atteintes sexuelles, en principe, la peine encourue est de 7 ans lorsque elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ou par toute personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait, le quantum encouru passe à 10 ans. Et la loi Schiappa, la loi du 3 août 2018, a élevé les peines encourues pour le délit d'atteinte sexuelle par majeur sur mineur de 15 ans, donc pour le passer de 5 à 7 ans, et s'agissant de l'amende, de 75 000 € d'amende à 100 000 € d'amende. Alors, peut-être là, il serait un peu fastidieux que je décline de la même manière les autres infractions, puisqu'on a bien compris le mécanisme qui s'articule donc autour des circonstances aggravantes et de la peine complémentaire, et sont en jeu dans le champ, selon nous, dans le champ de votre mission, les infractions d'harcèlement et de chantage sexuel aussi, la corruption de mineurs, l'exhibition sexuelle, la proposition sexuelle à un mineur de 15 ans par communication électronique, la fabrication, diffusion de messages pornographiques perceptibles par un mineur, la diffusion, la fixation, l'enregistrement ou la transmission de l'image d'un mineur qui présente un caractère pornographique. J'ai conscience d'avoir été un peu longue, mais c'est pour vous montrer que, en tout cas en termes d'incrimination, le champ de l'arsenal répressif est vaste, couvre un champ de faits important, et de notre point de vue, par le biais des circonstances aggravantes et par le biais des peines complémentaires, on arrive à traiter largement du sujet imparti. Alors, je parlais de la loi du 3 août 2018, donc elle a eu comme effet, on l'a vu, l'élévation des quantums encourus, mais une mesure importante, une mesure phare de cette loi, c'est d'avoir élevé de 20 à 30 ans le délai de prescription courant à compter de la majorité de la victime de certains crimes violents ou de nature sexuelle commis sur des mineurs, dont évidemment fait naturellement partie le viol. C'est une mesure phare, capitale à mes yeux, car elle permet de mieux prendre en compte le phénomène de l'amnésie traumatique et d'éviter l'impunité des auteurs de ces faits. Alors, d'un point de vue très concret, cet allongement de la prescription prévu par la loi Schiappa est d'application immédiate au cas dans lesquels la prescription n'était pas déjà acquise, c'est-à-dire pour les crimes commis sur des mineurs nés à compter du 6 août 1981 et qui ont atteint leur majorité après le 6 août 1998, soit moins de 20 ans avant l'entrée en vigueur de la loi qui était le 6 août 2018. Voilà, c'est à peu près les conditions d'application de la loi Schiappa. Vous nous interrogez dans le questionnaire sur un tout autre champ, mais qui, à nos yeux, est un champ vraiment fondamental d'un point de vue opérationnel, qui est celui, finalement, de l'obligation de signalement. Donc, on est dans la détection, dans tout ce qui va permettre de mettre en œuvre concrètement l'arsenal répressif. Donc, l'obligation de signalement qui incombe aux personnes qui ont connaissance ou qui soupçonnent qu'un mineur a été victime d'une infraction sexuelle. Alors le dispositif juridique est relativement complexe. Il implique de manipuler, je dirais, divers objets et divers dispositifs, diverses dispositions du code pénal et du code de procédure pénale qui doivent s'articuler entre elles. Ce qu'on peut dire, c'est que de façon générale, lorsqu'une personne a connaissance ou soupçonne qu'un mineur est en danger, elle doit aviser la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger. Mais là, vous me direz, nous ne sommes pas encore dans le champ
pénal, bien que il ne faut pas, à mon sens, et au regard de la protection de l'enfance, de négliger tout ce qui n'est pas encore du pénal, tout ce qui n'est pas encore devenu du pénal et qui est potentiellement, je dirais, du germe pénal, parce que c'est au plus tôt qu'une situation préjudiciable aux mineurs, et notamment quand c'est dans le cadre de personnes qui ont autorité et détectées, qu'il faut qu'elles soient signalées pour qu'une prise en charge puisse être faite et pour qu'on ne soit pas encore dans le passage à l'acte dévastateur, évidemment, pour le mineur en construction. Si le danger résulte d'une infraction pénale, évidemment, il convient d'aviser directement les services de police ou de gendarmerie ou le procureur de la République en vue d'une enquête pénale. Et on a tous en tête l'article 40 du Code de procédure pénale qui énonce que toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. Donc cet article-là, l'article 40, a pour effet de délier tous les fonctionnaires du secret professionnel pour tout crime ou délit. Cependant, l'article 40 ne prévoit pas de sanctions pénales à cette obligation de dénonciation. On a des dispositions du Code pénal qui punissent le fait de ne pas informer les autorités judiciaires ou administratives. Il y en a deux qui concernent plus particulièrement le champ de votre mission. Tout d'abord, l'article 434-1 du Code pénal qui punit le fait pour qui a connaissance d'un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés. Et de la même manière, l'article 434-3 du Code pénal prévoit cette obligation de dénonciation et prévoit une sanction pour cette obligation, pour qui n'informe pas les autorités judiciaires ou administratives, pour les personnes qui ont eu connaissance de privation, de mauvais traitements ou d'agression ou d'atteinte sexuelle infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison notamment de son âge. Alors, tant l'article 434-1 que je viens de citer que l'article 434-3 que je viens également d'évoquer prévoit que l'obligation de dénonciation qu'il sanctionne pénalement ne s'applique pas aux personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l'article 226-13, lequel article 226-13 dit que est puni la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire, soit par état ou par son état ou par sa profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire. Mais un autre article 226-14 prévoit des cas où finalement l'article 226-13 ne s'applique pas et où la loi impose ou autorise la révélation du secret. Il n'est pas applicable à celui qui informe les autorités judiciaires ou administratives de privation ou de sévices, etc. C'est exactement l'hypothèse finalement des personnes évoquées par l'article 434-3 que j'évoquais précédemment, qui punit le fait de ne pas informer les autorités judiciaires ou administratives. Et c'est le cas aussi pour le médecin ou tout professionnel de santé qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur ou de la CRIP, cette cellule de recueil que j'évoquais tout à l'heure, les sévices qu'elle a pu constater dans l'exercice de sa profession. Alors, voilà, je ne sais pas si c'est une marge de progression envisageable, mais on a là un dispositif de révélation, d'obligation de signalement qui est relativement complexe quand même, qui nécessite de manipuler différentes notions. On peut dire que ça se complexifie aussi parce que certaines jurisprudences disent et prennent en compte la sorte de clause de conscience que chaque médecin a.
et articule ces notions-là aussi avec la conscience de chaque médecin sur l'opportunité de dénoncer ou non des faits. Par ailleurs aussi, c'est à manipuler ce signalement aux autorités compétentes. Avec les notions de responsabilité civile, pénale ou disciplinaire de l'auteur de la dénonciation, sachant que ça n'emporte pas, ça ne permet pas le signalement d'engager la responsabilité, sauf bien sûr si celui-ci est fait à des fins dilatoires ou de mauvaise foi. Compte tenu en tout cas de la complexité du dispositif, la Direction des affaires criminelles et des grâces a eu à cœur, et parce qu'elle estime que c'est aussi son rôle de venir au soutien des praticiens en juridiction, a élaboré un guide relatif finalement à la prise en charge des mineurs victimes, et dans ce guide-là recommande des relations étroites entre les parquets, les hôpitaux, les services d'enquête, pour favoriser justement, et pour simplifier, et pour finalement, dans le cadre du pacte de confiance que les relations étroites permettent d'avoir, de favoriser les révélations et d'insister sur le rôle des professionnels de santé dans la détection des mineurs victimes de maltraitance. Excusez-moi, Madame la Directrice, est-ce que ce serait possible d'avoir communication de ce guide ou pas ? Oui, bien sûr. D'accord. Non, parce que c'est un sujet sur lequel on a beaucoup travaillé. Marie Mercier est par ailleurs médecin, mais on a beaucoup travaillé et beaucoup débattu dans l'hémicycle au moment du texte Schiappa sur l'obligation de signalement. Donc effectivement, la complexité ne doit pas aider les praticiens, enfin les professionnels de santé à se retrouver dans ce qu'ils doivent faire, pas faire, etc., etc. Donc c'est intéressant, voilà. Et j'insiste encore, j'ai utilisé à dessein le terme de pacte de confiance, mais je pense qu'il est vraiment important d'être au plus près finalement d'un partenariat très étroit qui va permettre aussi, dans le respect évidemment du rôle de chacun et des contraintes professionnelles de tous, mais qui va permettre de s'articuler et peut-être aussi de dédramatiser la mise en œuvre de ces articles un peu complexes, évidemment le faire dans le respect, mais bien comprendre comment, en tout cas que ça n'aboutisse pas à un empêchement de cette révélation qui est cruciale, évidemment, pour la détection et pour la mise en œuvre à la fois des outils de protection et à la fois pour que justice passe sur le terrain de la sanction, parce que la sanction aussi, évidemment, est capitale dans ces domaines. Alors peut-être j'irai un petit peu plus vite et on pourra évidemment, comme vous le souhaitez, en reparler. Vous nous interrogez aussi sur les dispositifs particuliers mis en place pour recueillir la parole de l'enfant victime. Et je dois dire que les dispositifs, alors évidemment, sont toujours perfectibles, sont toujours à renouveler, à revivifier, sont peut-être d'une inégale performance, si je puis utiliser ce terme, sur l'ensemble du territoire national, mais en tout cas, les efforts des différents acteurs, des différentes directions à niveau central et des différents acteurs concrets sont vraiment là pour une professionnalisation. Une professionnalisation de l'écoute et du recueil de la parole de l'enfant. Ça passe par une spécialisation des enquêteurs avec des véritables actions de formation et de professionnalisation qui sont mises en place par les services de la Direction générale de la Gendarmerie nationale et de la Direction générale de la Police nationale. Je ne vais pas aller plus avant puisque c'est effectivement le ministère de l'Intérieur qui est l'acteur de ces formations spécifiques, mais quand même des formations de 29 jours sur les aspects psychologiques et techniques de l'audition d'un mineur.
avec des fiches métiers. Pour les magistrats, l'École nationale de la magistrature, dans le cadre de la formation initiale, a des actions de formation importantes, comme d'ailleurs en matière de formation continue, qu'il s'agisse de l'enfance maltraitée, des enjeux juridictionnels, de la construction de la personnalité, de la parole de l'enfant en justice, de l'entretien judiciaire, avec les approches et méthodes. Alors, certes, vous pourriez me dire c'est générique et ça n'est pas directement sur la question des infractions sexuelles commises par des personnes dans le cadre de leur fonction à l'égard de la jeunesse, mais l'enfant, là, qu'il soit victime de ces personnes-là ou d'autres types de victimes, c'est la même attention à porter au regard du recueil de leurs paroles. Le code de l'organisation judiciaire prévoit pour chaque domaine de spécialité, qu'il s'agisse de l'instruction, qu'il s'agisse des magistrats du parquet, de magistrats chargés spécialement des affaires concernant les mineurs. Un grand progrès aussi a été, à mon sens, l'introduction de l'enregistrement audiovisuel, qui est désormais donc possible et qui impose de procéder donc à l'enregistrement de l'audition du mineur victime pour réduire le nombre d'auditions, pour les limiter dans leur durée, pour aussi, et c'est ce que l'image parfois a de meilleur encore que le récit sur procès verbal, pour incarner, pour voir aussi ce que le corps de l'enfant, et on sait combien pour un enfant le langage peut passer justement par autre chose que le langage. Donc c'est crucial et c'est mis en œuvre. L'utilisation aussi de lieux d'audition spécifiquement aménagés. On a des dispositifs, le dispositif de salle Mélanie. Alors je crois que c'est à peu près une cinquantaine de salles sur le territoire national. Je me tourne, je pense que c'est pas pardon, oui. Des unités aussi d'accueil médico-judiciaire pédiatrique, voilà, que les mineurs victimes ne se retrouvent pas, je dirais, dans une médecine qui ne serait pas une médecine légale adaptée à leur spécificité d'enfants, avec des structures pluridisciplinaires, avec évidemment là encore un cadre sécurisant et aménagé, et pour une pratique d'examen médicaux nécessaires. L'ENM, l'École nationale de la magistrature, préconise d'ailleurs aux magistrats instructeurs une méthodologie d'entretien bien particulière s'agissant du recueil de la parole de l'enfant victime d'infractions sexuelles par étapes successives, avec des phases de mise en confiance, avec un récit libre et puis une phase de questionnement qui vient en clôture, et ce afin que la parole de l'enfant puisse être la plus libre possible. L'attention des procureurs de la République dans le cadre de leur direction d'enquête, dans le cadre des réunions qu'ils peuvent tenir très régulièrement, et c'est la pratique des procureurs de la République que de le faire avec les brigades spécialisées en matière de mineurs, qu'il s'agisse donc de brigades de gendarmerie ou de services de police, et autour des investigations qui sont nécessaires justement dans ce type d'infraction. Et il est nécessaire d'investiguer sur le contexte de la révélation des faits, de mener des investigations sur l'environnement, de vérifier au travers de tout ça l'exactitude en fait du déroulement des faits, les événements marquants, d'avoir autant d'éléments de contexte qui vont permettre évidemment au procureur de la République d'orienter au mieux l'affaire et à la juridiction de jugement de juger au plus fin. Pardonnez-moi, Madame la Directrice, oui, comme je vois qu'il est 34. Oui, alors dites-moi. Ce que je vous propose, c'est
il y avait 3 autres questions qui étaient prévues au questionnaire. Oui. Peut-être de manière synthétique pouvoir y répondre, sachant que c'est l'avantage d'avoir affaire à des rapporteurs et des membres de la commission qui connaissent bien ces sujets. Peut-être qu'ensuite elles pourront et ils pourront revenir sur des questions plus précises si ça s'avère nécessaire, parce que je voudrais pas qu'on ne puisse pas avoir le temps d'échanger. C'est pour ça. Bien sûr, je vous remercie. Pardonnez-moi, mais c'est vrai que le sujet est riche. Donc de manière très synthétique, et puis après effectivement si vous en étiez d'accord Madame le Président, on pourrait laisser le temps aux questions et puis probablement aussi laisser le temps à la parole peut-être pour mes collègues également. Vous aviez abordé une question importante sur le bilan du suivi socio-judiciaire et de l'injonction de soins. Alors là, et on y reviendra dans le détail, très schématiquement, ce qu'on peut dire, c'est que s'agissant du suivi socio-judiciaire, il a connu depuis sa mise en place en 98 un élargissement mais assez phénoménal de son champ d'application, bien au-delà des infractions sexuelles, le terrorisme, les trafics d'armes. Il peut désormais être assorti d'un placement sous surveillance électronique mobile. Il a été étendu avec la création aussi d'autres mesures de sûreté qui peuvent être ordonnées à défaut ou à la suite d'un suivi socio-judiciaire. C'est la surveillance judiciaire ou la surveillance de sûreté. L'injonction de soins elle-même a vu son champ s'étendre. Ce dispositif est devenu possible dans le cadre d'autres peines ou mesures. Il est devenu applicable aussi de droit. Alors, on a peu d'études, quand même. Peu d'études ont été effectuées sur ces mesures. On pourra y revenir. Il y a une étude actuellement qui est en cours, qui est plus particulièrement suivie par la Direction des affaires criminelles et des grâces, mais qui n'a pas encore du tout donné ses conclusions. Donc, je ne peux pas en faire état au-delà. Je suis venue avec quelques éléments statistiques, mais qui sont à prendre avec beaucoup de prudence, parce que, en fait, ils donnent une photographie plus large que ce qu'on veut tout à fait examiner. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a une augmentation en hausse, un recours, un prononcé en hausse des suivis socio-judiciaires, puisqu'en 2017, il y a 1382 condamnations à des peines de suivi socio-judiciaire qui ont été prononcées, dont 569 avec injonction de soins, mais ça concerne tout le champ des infractions sexuelles. Donc pas seulement pour les mineurs et pas seulement pour les personnes, enfin la nature d'auteur qu'on vise. De notre point de vue, là encore, ça n'est pas une nécessité d'évolution normative, c'est sur le terrain vraiment des améliorations opérationnelles qui nous paraissent possibles et souhaitables. C'est d'abord le manque crucial de moyens en personnel de santé qui fait que aussi la mise en œuvre du suivi, la mise en œuvre effective et puissante et efficiente du suivi socio-judiciaire et de l'injonction de soins est un peu heurtée. Là encore aussi, une marge de progression sur la coordination et la circulation de l'information entre professionnels de santé, autorités judiciaires, administration pénitentiaire, aussi au sein des établissements pénitentiaires, la présence de psychiatres dans le milieu carcéral nous paraît insuffisante. Et comme l'insuffisance finalement du suivi médical et psychologique en détention. Alors, toutes ces problématiques-là, tous ces défis-là sont à l'ordre du jour de travaux interministériels dans le cadre de la stratégie santé pour les personnes placées sous main de justice. L'acronyme du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, donc on va se contenter de FIGES. Alors le FIGES, c'est un fichier qui a 2 objectifs. Il a été mis en place en 2005. L'objectif est de prévenir le renouvellement des infractions, notamment des agressions sexuelles en particulier. C'est également aussi un objectif d'enquête, il faut le savoir, puisque c'est pour permettre aussi de résoudre l'identification des auteurs de ces genres d'infractions. Alors le FIGES
il est géré par le magistrat qui est chef du service du casier judiciaire, il est donc à Nantes. Et que va-t-il contenir? Il va contenir les identités, les condamnations, le quantum prononcé et les adresses des personnes qui ont été condamnées par les juridictions, donc, pour des infractions listées à l'article 706-47 du Code de procédure pénale, pour aller très rapidement, toutes les agressions sexuelles sur mineurs, toutes les atteintes sexuelles, même sur mineurs maintenant, depuis le renforcement du quantum avec la loi du 3 août 2018, toutes ces condamnations ont vocation à être enregistrées dans le FIJES. Et j'allais dire que l'inscription dans ces conditions-là, elle est de droit, obligatoire. L'autorité judiciaire ne peut y déroger. Donc en pratique, une personne condamnée pour ces faits-là sera inscrite dans le FIJES. Le FIJES a une durée de conservation des données particulièrement longue, puisque pour la plupart de ces condamnations, qui sont des condamnations pour des faits graves, la durée de conservation varie entre 20 et 30 ans. Donc autant dire que c'est un suivi au long cours. Le FIJES est aussi ce qu'on appelle une mesure de sûreté, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement une base de renseignement. Lorsque la personne est inscrite dans le FIJES, elle doit régulièrement aller justifier auprès de la gendarmerie ou de la police de son domicile, et lorsqu'elle envisage d'en déménager, elle doit informer les autorités de ce déménagement. Si elle omet, volontairement bien sûr, de signaler un tel changement ou de ne pas à nouveau justifier de son domicile, à ce moment-là, automatiquement, une alerte va partir en direction des services de police et de gendarmerie pour leur indiquer que précisément sur leur ressort, une personne aurait dû justifier et ne l'a pas fait. Et ce faisant, on déclenche une enquête, avec intervention bien évidemment d'un magistrat du parquet, inscription au fichier des personnes recherchées, par exemple, si la personne est en fuite, et cela peut occasionner pour la personne un délit, donc concrètement, et donc une condamnation allant jusqu'à 2 ans de prison. Alors ça, c'est quand même la partie, vous voyez, des investigations, de l'enquête, du suivi du FIJES. Mais pour revenir aussi dans le cadre un peu de votre mission, il y a aussi, pour le FIJES est aussi, comme je vous l'ai dit, une base de données que les administrations peuvent consulter, notamment lorsqu'elles s'occupent d'activités ou de professions en contact avec des mineurs, comme le dit le texte. Et donc, évidemment, on a un décret qui va lister un certain nombre d'administrations. On va penser à l'éducation nationale, la protection judiciaire de la jeunesse, la direction du travail, les ARS aussi, qui ont la possibilité de consulter les données. En pratique, ça se passe comment? Pour l'éducation nationale, par exemple, vous avez une liste de personnes qui travaillent pour l'éducation nationale et qui sont en contact avec les mineurs. L'éducation nationale passe cette liste au FIJES, de façon à avoir comme résultat, est-ce que la personne, l'identité en tout cas que j'ai passée, ressort comme étant inscrite dans le FIJES. Et ensuite, bien évidemment, il appartient à l'autorité chargée soit du recrutement, soit du contrôle de l'activité, de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter que la situation ne perdure. Donc voilà, je ne veux pas être plus long, mais c'est un outil que je trouve assez... Oui, je vous en prie. Concrètement, vous avez un rapport d'activité? Alors, nous avons exactement un rapport d'activité. Oui, mais on a surtout un rapport statistique. Tous les mois, nous publions des statistiques pour démontrer les consultations qui sont faites du FIJES par les autorités, alors autorités pénales, bien évidemment, mais aussi autorités administratives. Donc, par exemple, on en est à plus de 6 millions de consultations du FIJES, donc c'est quand même un outil qui est véritablement extrêmement consulté, qui est consulté par les enquêteurs, puisqu'ils s'en servent pour les enquêtes, mais qui est aussi consulté par des services qui sont bien sûr confrontés à cette problématique de ne pas employer ou de ne pas laisser en charge une personne qui a été condamnée, qui est inscrite au FIJES et qui pourrait se retrouver en contact avec des mineurs. Donc, nous avons ce genre de renseignements, effectivement, qui montrent régulièrement une consultation importante de notre base de données. Alors, sur les autres questions, il nous reste 5 minutes. Oui, sur les autres questions. Peut-être dire un mot aussi qui est en lien avec le casier sur l'intérêt, tout l'intérêt du bulletin numéro 2,
et du fait que ce type d'infraction sexuelle sur mineurs par des personnes ayant autorité ou abusant de l'autorité dans l'exercice de leurs fonctions fait l'objet en fait d'une inscription au B2 et ne peut pas faire l'objet d'un effacement finalement du B2, et donc ça permet aux employeurs d'avoir connaissance aussi de... Si je me permettais de revenir sur les autres questions, c'est qu'il nous reste 4 minutes, et notamment la question de Madame Verrien concernant les 70%. Voilà, alors je vais céder peut-être la parole sur ce point. Peut-être rapidement, les 70% en fait ce sont des affaires non poursuivables, c'est-à-dire des affaires dans lesquelles l'infraction n'est pas suffisamment caractérisée ou l'auteur est inconnu. Et en réalité, sur l'ensemble des affaires... C'est-à-dire qu'on parle d'affaires de signaler? Oui. C'est ça. Quand le procureur examine une affaire, en fait, on parle d'affaires poursuivables, c'est les affaires dans lesquelles on a suffisamment d'éléments pour caractériser l'infraction et un auteur est identifié. Et dans ces cas-là, le taux de réponse pénale pour les infractions à caractère sexuel, c'est 85%. Quand on regarde maintenant l'ensemble des affaires, effectivement, vous avez 69-70%, on va dire, d'affaires qui ne sont pas poursuivables, en grande partie parce que l'infraction n'est pas suffisamment caractérisée. C'est-à-dire qu'on estime à l'issue de l'enquête qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments permettant de caractériser l'infraction. Donc c'est ça qui explique. Et c'est bien là la question. C'est pour ça que je demandais votre point de vue, parce qu'il me semble que selon la façon dont on regarde, on doit trouver, enfin j'imagine que certains trouvent de très bonnes excuses pour ne pas... Enfin, comment dire, il y a sur un vol de voiture, la personne qui a volé, on n'est pas tout à fait sûr, on va vraiment mener l'enquête, et à mon avis, il y a moins de, enfin, ou sur des vols, des choses comme ça, moins d'affaires non poursuivables. Est-ce qu'il n'y a pas sur les infractions sexuelles le doute toujours qui veut qu'on ne veut pas faire porter à quelqu'un un chapeau qui n'est peut-être pas le sien, etc. Et donc qui fait que trop facilement on considère que c'est non poursuivable? Non, excusez-moi, c'est-à-dire que du coup on ne parle pas d'infraction non poursuivable, c'est-à-dire on parle de signalement ou de faits révélés qui ne sont jamais qualifiés d'infraction. Au terme de l'enquête, on estime qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments permettant de qualifier pour l'existence même d'une infraction. Oui. Alors, évidemment, ou d'en identifier l'auteur. Ou d'en identifier l'auteur. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une infraction, mais on ne sait pas quel est l'auteur de cette infraction. Pour les atteintes aux biens, en fait, le nombre d'affaires qui ne peuvent pas être poursuivies est supérieur à ça. Le taux d'élucidation des atteintes aux biens est très bas en réalité. Donc il ne faut pas avoir c'est lié. C'est lié. C'est lié. C'est lié. Oui, voilà. Plus facile à identifier, mais si on n'a pas l'auteur, enfin, je veux dire, il faut 1 qualifier l'infraction, 2 identifier l'auteur, 3 égale poursuite. Mais non, mais je veux dire, la question est importante, si je peux me permettre, parce que on a toujours cette préoccupation sur laquelle, enfin, moi personnellement, je n'ai pas d'avis tranché, c'est-à-dire à partir de quand considère-t-on que la parole de la victime mérite que on engage une enquête, quoi. Voilà. C'est autour de tout ça que l'inquiétude est posée, je pense. Les infractions à caractère sexuel, si vous voulez, c'est moins de 1% de l'ensemble des affaires qui sont traitées par les procureurs. Ce sont des affaires qui sont graves, mais quand vous regardez l'ensemble de ces dossiers, c'est 1% à peu près. Et c'est précisément des affaires sur lesquelles il faut mettre des moyens importants d'enquête et d'investigation. Donc on n'a pas... si la question c'est est-ce que finalement, comme c'est un peu trop compliqué, on classe facilement, non, c'est pas ça, évidemment. Mais c'est un contentieux qui est particulièrement difficile, parce que contrairement peut-être au cambriolage où vous avez des éléments matériels peut-être plus visibles, surtout dans des affaires qui sont parfois anciennes, vous vous retrouvez effectivement souvent avec la parole de l'un contre la parole de l'autre, avec l'absence d'éléments matériels, avec peut-être l'absence de témoignages, puisque par nature ces infractions sont des infractions qui sont occultes, dans lesquelles le mise en examen fait tout évidemment pour ne pas dévoiler les faits, et donc il y a une difficulté particulière. C'est une banalité de le dire, mais qui mériterait d'être, enfin, à nouveau d'être indiqué. Nous avons affaire à des enquêtes qui sont difficiles, compliquées, très compliquées. Et ça explique. Et d'où la nécessité que j'évoquais tout à l'heure d'avoir des investigations sur l'environnement, sur le contexte, de pousser en fait les investigations au-delà juste du recueil de l'auteur, évidemment, de la parole de l'auteur, enfin des déclarations de l'auteur et de la parole de la victime. Il faut en fait
colorer autant que possible et recueillir autant que possible des éléments pour en fait étayer finalement cette parole aussi. Sur ce point, Laurence Rossignol ? Je voulais réagir parce que après plusieurs années d'observation de la manière dont les affaires de violences sexuelles sont traitées par la justice, vous avez dit c'est 1% des affaires que les procureurs poursuivent, mais c'est quand même les 3/4 des affaires qui passent en cour d'assises aujourd'hui. C'est l'activité principale des cours d'assises. Donc on voit quand même qu'il y a un petit décalage qui est pas inintéressant, et on connaît le chiffre qui dit en gros 10% des infractions sexuelles font l'objet de plaintes et 10% des plaintes font l'objet de condamnations. C'est-à-dire qu'on arrive à 1% des infractions sexuelles estimées, puisqu'on travaille on travaille là sur la base d'estimation. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous avez eu cette formule qui est la formule classique, qui d'ailleurs est très dissuasive pour les victimes, c'est parole contre parole. Et c'est parole contre parole. Et la parole dans un système judiciaire qui est organisé autour de la présomption d'innocence. La présomption d'innocence, en fait, se traduit en une présomption de suspicion sur la parole de la victime. Et parole contre parole, vous dites il faut chercher des éléments de preuve, il faut investiguer. Mais vous savez comme moi que parfois, il n'y a pas d'éléments de preuve supplémentaires. Les victimes n'arrivent pas toutes avec un prélèvement de sperme, un sous-vêtement et un certificat médical. Et parce que d'ailleurs le moment où elle dépose plainte, voilà. Moi je suis très frappée, c'est pas une question, c'est une remarque, mais puisque vous êtes 4, ça me fait une bonne occasion pour vous le dire. Je suis très frappée de la manière dont la justice, qu'elle soit pénale ou civile, et j'ai autant à dire sur la justice familiale et sur la justice des enfants que sur la justice pénale, fonctionne sur une suspicion terrible à l'encontre de la parole des femmes et des victimes. Et en particulier, toujours parce que vous êtes 4, et je vous le dis que ça relève de vos services, je suis étonnée de trouver toujours dans les décisions des juges pour enfants ou des JAF, surtout des JAF, la référence au syndrome d'aliénation parentale. Je croyais qu'une circulaire avait clairement établi que le SAP n'existe pas. Le SAP n'est pas quelque chose d'identifié. J'ai relu le document que vous avez rédigé. Il n'est pas à la hauteur de ce qu'on en attendait. Il évoque, là encore, c'est parole contre parole, ou il y en a qui disent que, il y en a d'autres qui disent que. Résultat, on trouve aujourd'hui tout ça. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que ce sont des affaires dans lesquelles la parole des enfants victimes d'infractions sexuelles est considérée comme étant une manipulation d'un des parents et en général de la mère. Donc, mon propos était de vous dire que dans les affaires d'infractions sexuelles, qu'elles concernent des femmes ou des enfants, la justice a un énorme problème avec la parole des victimes. C'était une observation, ça mérite réponse. C'était une contribution au débat. Pourquoi pas? Je voulais simplement revenir sur la loi... Merci. Sur la loi Villefontaine, pour dire qu'en matière d'infraction sexuelle, c'est un régime obligatoire. Le procureur de la République a l'obligation d'informer les administrations. Vous avez posé la question, Madame la rapporteure tout à l'heure, sur le fait que c'était le procureur peut. Le procureur peut, c'est l'article 11-2, c'est le régime facultatif, mais là on parle en ce qui nous concerne, en ce qui vous concerne, de régime obligatoire, donc 706-4-1, c'est une obligation d'informer ces administrations. C'était pour revenir là-dessus. Et voilà pour cette audition de la mission d'information du Sénat sur la protection des mineurs contre la pédophilie. Mathias Lamarck, sous-directeur de l'éducation populaire au ministère de l'Éducation nationale, a expliqué comment les animateurs et les intervenants étaient contrôlés avant d'être recrutés dans les centres de loisirs. Tous les intervenants doivent être déclarés et un fichier national est censé bloquer le recrutement de toute personne interdite d'encadrer des enfants. Dans ces centres de loisirs, toute infraction sexuelle sur mineurs doit être signalée obligatoirement. Et Mathias Lamarck a confirmé un chiffre. Près de la moitié des infractions sur mineurs dans ces centres sont commises par des mineurs et non pas par des animateurs adultes. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez revoir tous nos programmes sur notre site internet publicsénat.fr. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.